toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi dernier avec l'ensemble de la communauté, c'était donc 12h30 disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Malgré mon envie, ma détermination, je ne parviens malheureusement pas à assurer les lives des académiciens ainsi que les vidéos quotidiennes sur les rois du Bitcoin. La connexion est autrement faible et mes déplacements ne me permettent malheureusement pas d'avoir une connexion suffisante pour pouvoir vous apporter un maximum de qualité, un maximum de valeur. Dès lors, je ne pourrai reprendre de façon quotidienne et de façon continue tous les lives avec les académiciens et les vidéos des rois du Bitcoin qu'à partir du 30 octobre. Donc c'est finalement malgré moi et j'ai envie de vous dire malgré vous. Et c'est vraiment avec tristesse que je ne pourrai malheureusement pas assurer sur les 7 prochains jours une vidéo cohérente et correcte, puisque là où je vais me retrouver, il n'y a clairement pas de connexion Internet. Malheureusement, je n'ai pas encore Starlink, mais croyez-moi que je le prendrai incessamment sous peu, quand je serai définitivement installé en Asie. Donc, juste pour les académiciens, et je sais que j'ai eu quelques retours dans ce sens-là. Donc, il y aura une bonification, bien évidemment, donc un remboursement sur l'intégralité du mois d'octobre qui sera organisé à partir du début du mois de novembre. Donc, pas d'inquiétude. Ce sera un mois qu'on pourrait appeler un mois blanc pour l'ensemble des académiciens. Un mois blanc également pour l'ensemble de la communauté, et je m'en excuse. Et on a de la chance puisqu'il ne se passe pas grand-chose, malgré quelques news, bien qu'il y ait quelques news très intéressantes actuellement, notamment une rumeur qui est passée récemment, et on va bien sûr en parler. Et je vous donnerai une petite piste de réflexion sur ce qui pouvait nous attendre, notamment par rapport à Ubisoft et Microsoft vis-à-vis de l'acquisition de Blizzard. Je vais en parler dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est gratuit, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, la télécharger pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement sur les marchés crypto-actifs ou les marchés plus traditionnels. C'est disponible en téléchargement sur le Discord des rois du marché. Je vais parler de l'académie, je refais ce disclaimer, une bonification, une gratification sera donnée à l'ensemble des académiciens qui sont abonnés depuis aujourd'hui à début septembre. Donc remboursement intégral du mois d'octobre, et ce sera fait à partir du mois de novembre. Je ferai un petit Google Form par rapport à ça. C'est malheureusement malgré moi, malgré toute mon envie et ma détermination, je ne peux pas l'assurer, donc je ne veux pas vous pénaliser bien évidemment. Et à ce moment-là, on continuera et on reprendra de façon quotidienne à partir de tout début novembre, donc fin octobre, le 30 octobre, on reprend normalement. Et ce serait trop difficile pour moi de pouvoir assurer ces lives quotidiens à 12h30. En parlant de live quotidien à 12h30 ou midi, partez du principe que ce soir, à 20h, me semble-t-il, je crois que c'est 20h ou 20h30, je vais faire une annonce, je vais confirmer avec Toiny666 une libre en tête sur les cold wallets et sur la sécurité et la sécurisation de vos crypto-monnaies préférées. Merci Toiny pour cette initiative. Encore une libre antenne proposée par un membre bienfaiteur du Discord des rois du marché. Donc il clôturera finalement avant une semaine mon retour vis-à-vis de la chaîne des rois du Bitcoin et je le remercie infiniment. Côté Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose. Bien qu'il y ait des petites accélérations, un petit pump. Bon, ça ne va pas vous le mentir, c'est clairement dû en fait à ce FUD, à une rumeur. D'ailleurs, Cointelegraph, me semble-t-il, a été des premiers à proposer à lancer ce FUD par rapport à l'acceptation de BlackRock, de l'ETF de BlackRock, qui a propulsé littéralement le prix. On pensait clairement que c'était une magnifique news, parce que c'était des échéances, et vous aviez raison, c'était donc crédible. Les FUD, vous savez, sont toujours crédibles. C'était juste ici, avec James Seffar, c'est José, me semble-t-il, qui l'a partagé dans le Discord des rois du marché. Vous aviez bien sûr des échéances, donc le 16, le 17, le 19, etc. Bon, finalement, il n'y a pas d'échéance, ça n'a pas été validé. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a clairement excité les algorithmes. Et ce qui est très intéressant quand on observe ce type de choses, c'est où est-ce que ça a tapé en fait au niveau des algorithmes de trading. Ça a clairement tapé juste là au niveau des déséquilibres de marché et on est parti chercher des stops quasiment évidents au-dessus des 30 200 $. Donc vous avez compris que c'était clairement une chasse à la liquidité. Il va falloir continuer, il va falloir pousser, si ce flux est bien réel. Pourquoi pas redémarrer un troisième flux, puisque d'une bonne nouvelle se transformant en FUD finalement désavoué par rapport à l'ensemble de la communauté, qui pourrait en fait nous laisser penser qu'on devrait être baissier maintenant pour aller chercher tous les stops acheteurs qui se passent actuellement et qui se trouvent actuellement sous les 24 800 $ ou 24 700 $. Oui, mais n'ayez jamais raison trop tôt. Le timing, c'est extrêmement difficile. N'ayez jamais raison trop tôt. On peut très bien, dans ce FUD, continuer à aller chercher les liquidités. Aller chercher le haut du range, voir pourquoi pas les 33 000 $ target DMS, et ensuite d'aller chercher tout le monde. On a le temps avant l'halving, on a le temps avant les échéances, on a le temps avant les validations des ETF. Donc faites attention à ça.
Donc, bien que nous n'avons pas fait beaucoup de vidéos tout au long du mois d'octobre depuis début octobre, et je m'en excuse encore une fois, bah, le play reste complètement confirmé. Hein. On reste sur un range, bas de range, haut de range, et pourquoi pas aller chercher les 30 000, 31 000, 32 000, 33 000 $, target DNS, voire un peu plus, sur cette magnifique box jaune aux alentours des 36 000 $, qui correspond exactement à quoi? Au premier arrêt de tout le précédent mouvement, ni plus ni moins. C'est que de la technique. Pas besoin de bruit de marché, pas besoin de news, pas besoin de rumeurs, pas besoin de FUD pour aller chercher de la liquidité là où elle se trouve, mais n'ayez jamais raison trop tôt. Une bonne nouvelle ne se transforme jamais en mauvaise nouvelle, c'est juste en fait de la chasse à la liquidité purement et simplement, et c'est toujours très intéressant de l'observer. D'ailleurs, en parlant de technique, donc si on enlève de notre état d'esprit tous les FUD et toutes les rumeurs qu'on a pu entendre sur ces 72 dernières heures, on peut aller faire un petit tour du côté d'Ichimoku Kinkoyo, et c'est extrêmement intéressant ce qu'on est en train d'observer. Je me mets ici sur Coinbase, on va se passer en weekly, et vous avez en fait potentiellement une confirmation. Donc l'émotion, on l'a eu par rapport à cette rumeur, par rapport à ce FUD là, vis-à-vis des ETF. Alors c'est InShare, ça peut être Fidelity, ça peut être BlackRock, peu importe. Le premier, ça veut dire que tout le reste va vraiment être validé. D'ailleurs, de plus en plus de bruit de couloir, notamment venu de la SEC, commence à se faire entendre par rapport à cette vendetta vis-à-vis de Gary Gensler. Tout le monde est à peu près d'accord au niveau de la SEC, mais le patron qui c'est Gary Gensler. Et tant que le président n'appuie pas sur le bouton, en tout cas, il lui donne pas l'aval. Donc ce sera fait entre les couloirs, entre les portes, comme on dit. À ce moment-là, c'est peut-être Gary qui est en train de bloquer. Mais vous avez votre magnifique Kinkjun juste ici. On est en train de travailler la SSB juste là. Si on vient clôturer une bougie en weekly au-dessus des 28 350 $, 28 400 $, comme ça on est à peu près sûr, à partir du principe que c'est plutôt bullish histoire, puisque nous avons eu la confirmation. Nous avons eu l'émotion, potentiellement la confirmation, deuxième bougie d'acceptation, et on attendra l'accélération. C'est clairement ce qui pourrait être joué, notamment sur ces time frames, et c'est plutôt joli de l'observer, et je suis très heureux de l'observer. On aurait très bien pu aller chercher une SS bas, une SSA juste ici, notre moyenne mobile 20 périodes en trimestriel sur les 24 200 ou 24 300 $. C'est pas complètement impossible, on peut très bien y aller quand vous voulez. Ça me dérange clairement pas, mais ne vous faites pas balader dans cette machine à laver de range. Faites très attention à ça. Ne vous surexposez pas là-dedans. Quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos certitudes, quelles que soient vos croyances, ne vous surexposez pas, et encore moins à levier dans ces plays qui sont clairement considérés comme des machines à laver, sauf si vous êtes trader, scalper et que vous utilisez des conditions, et à ce moment-là, les informations ne vous intéressent pas. Plus vous rentrez dans des petites nameframes, moins les informations doivent bien évidemment vous interpeller. Elles ne doivent pas vous interpeller. Elles ne doivent pas vous inciter à prendre des décisions, car toute décision sur des petites timeframes liées à des nouvelles est considérée comme de l'émotion. Et un trader n'est pas émotif, tout simplement. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça, et je pense que c'était clairement le bon play à prendre. On continue et on pourra potentiellement aller chercher une absurdité de surachat ici. Donc on a le temps chez les rois, et vous avez deux petites choses qui sont très intéressantes. On vient chercher une toute petite... même on fait des creux ascendants sur le récit en 14 périodes. Pareil au niveau du 14 périodes, et en weekly, on a ce breakout, cette petite émotion par rapport à cette trendline qu'on avait tracée ensemble. On vient chercher un fake out, derrière on revient tester en fait cette ligne de coup ici, on l'accepte, on fait un joli coup de rein pour aller chercher et casser en fait cette oblique. Donc c'est clairement une émotion, on attendra la confirmation, c'est exactement la même chose sur le prix, et ça c'est clairement un très bon signal haussier. Pourquoi pas aller chercher une petite incitation à l'achat un tout petit peu plus haut, pourquoi pas aller chercher nos targets qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois, j'ai presque envie de dire années maintenant, sur les 33 000 $, et bien évidemment qu'on finira probablement par y aller, même si je ne connais pas l'avenir, mais c'est jamais différent. Le marché est suffisamment baissier finalement pour aller tranquillement dans la souffrance de tous les bears et de toutes les personnes en déni pour aller chercher des objectifs de prix avant de recte tout le monde. La liquidité se trouve de toute manière soit complètement au nord, soit complètement au sud. Le marché choisira, il peut faire un double salto arrière, c'est pas très très grave, aller d'abord chercher en bas, puis aller chercher en haut, puis finalement rester dans un range. Donc on a passé catalyseur d'échéance, bien qu'on a eu une pseudo-nouvelle plutôt positive, au moins vous comprenez en fait le directionnel par rapport à cette rumeur-là. Donc la rumeur sera très probablement, et c'est clairement ce que je vais jouer personnellement, acheter dans des flux, si vous voulez. Donc la rumeur sera achetée, mais la news sera probablement vendue, et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi je pense ça, et je peux faire une petite résonance, notamment avec Ubisoft, bien que c'est extrêmement prématuré ou très récent, mais je pense que ça peut être très intéressant d'aller y faire un petit tour. Pas plus de choses à dire, j'ai rien de plus vis-à-vis de Bitcoin. On reste relativement stable et cohérent par rapport à ce qu'on dit dans les vidéos précédentes. Vis-à-vis de l'order flow, c'est plutôt positif, puisqu'on a quand même des retails qui continuent à vendre ici, et on se retrouve dans le rouge.
c'est clairement ce que je veux moi personnellement observer lorsque je vois en fait des mouvements plutôt haussiers. On a un ratio long short plutôt en faveur des acheteurs ici. On a des CVD sur des contrats futurs qui commencent complètement à se décrocher par rapport à des fortes liquidations. On parle de plus de 100 millions de dollars de liquidation. Et un CVD spot qui se maintient finalement. Donc c'est plutôt intéressant de l'observer. Ça c'est côté Binance. Donc c'est Binance qui joue un petit peu et qui prend des profits. Est-il un petit peu sur la sellette? En parlant de Binance, c'est pas évident pour lui, puisque je crois qu'ils viennent encore en Angleterre, notamment de couper. On avait parlé de Bybit la semaine dernière, par rapport aux clients français à partir du mois d'octobre. Maintenant, c'est les clients anglais qui ne sont plus acceptés sur la plateforme Binance. C'est pas évident, hein. La chasse aux sorcières continue, hein. On n'arrête pas une machine qui continue. Toujours ces mêmes boussoles, toujours ces mêmes catalyseurs, toujours ces mêmes catalyseurs de court terme. Je ne vois pas de directionnel, de décrochage de prix si nous n'avons pas de validation. Fondamentale. Je pense que c'est très important de le rappeler. Actuellement, on a toujours des max prépas aux alentours des 27 000 $. Je ne serais donc pas surpris qu'à la fin du mois, on se retrouve proche des 27 000 $. C'est exactement la même chose pour le décembre, même si nous avons des strike price bien plus hauts et qu'on peut avoir des décalages de prix très forts, mais ce sera toujours catalysé et conditionné par rapport à l'acceptation des ETF, notamment sur Bitcoin, et pourquoi pas Ethereum plus tard, mais actuellement nous n'y sommes pas. Le max price est toujours à 27 000 $, et puis c'est pas très différent de ce qu'on peut retrouver au mois de mars, 28 000 $, c'est pas très différent de ce qu'on peut retrouver au mois de juin, 27 000 $, et c'est pas très différent de ce qu'on peut retrouver au mois de septembre, 30 000 $. Voilà, on est vraiment dans ce mouchoir de poche. Il y aura potentiellement des décalages de prix, on a un magnifique strike price ici sur les 50 000 $, donc c'est relativement peu par rapport au 27 septembre, mais bon, on peut très bien aller les chercher dans la foulée. Moi je reste avec pour 2024, donc août, septembre, octobre 2024, proche des ATH. Ceci, en fait, est le résultat cyclique de la programmabilité des cryptoactifs et notamment du Bitcoin. Et vous reprenez, en fait, regardez, hein, c'est pas moi qui le dis, encore une fois. Hein, donc, les algorithmes, les traders d'options, les investisseurs regardent bien évidemment ça. Donc, s'ils le regardent, il faut aussi le regarder. Vous avez un strike price sur les 50 000 $ ici en septembre, donc fin septembre 2024. Et si on revient par rapport à notre scénario, si vous voulez, programmé au niveau de Bitcoin, on a ici un nouvel ATH qui se trouverait exactement ici, novembre 2024. Vous comprenez? Donc on serait dans ce mouchoir de poche, au niveau d'un nouvel ATH, 60 000 $, un peu plus de 60 000 $ à partir du mois de novembre 2024. Donc aller chercher les 50 000 $, c'est pas complètement délirant, hein. Ce sera bien après la halving, etc. Et puis vous avez tous noté dans l'agenda, septembre 2025, c'est là où quoi qu'il arrive, je prendrai massivement des profits, même si tout m'indique le contraire. C'est clairement ce que j'ai décidé, et on ne changera bien évidemment pas le plan, même si celui-ci venait à être... sauf si celui-ci venait à être invalidé. Mais si c'est haussier, pour moi, c'est pas invalidé. Voilà pour ça. On est à peu près sûr au niveau des opérateurs de marché qu'on n'aura pas d'augmentation des taux au niveau de la Fed au 1er novembre. Donc ça, on en reparlera à mon retour, bien évidemment, de lundi 30. Actuellement 95,5, hormis un décrochage ou une nouvelle information qu'on pourrait avoir. Pour moi, on va rester dans ce play-là, donc c'est quasiment une certitude absolue qu'on n'aura pas d'augmentation des taux, et c'est pas du tout ce qu'on avait encore il y a un mois en arrière, puisqu'on avait encore une petite augmentation de 0,25, et le discours de Jérôme Powell reste sur des augmentations, peut-être 2 avant la fin de l'année 2023, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Mais actuellement, apparemment, le marché aurait décidé à sa place. Je serais surpris de voir si ou pas le marché... si Jérôme Powell donne tort au marché. À ce moment-là, il y aura des décalages de prix catalysés, malheureusement, hein, et qui devraient peut-être nous envoyer un tout petit peu bas, qu'on ne l'est déjà, notamment sur les crypto-monnaies et sur les marchés plus traditionnels. On aura quelques échéances, ici au niveau des stocks de pétrole. On sait que dans les 30 derniers jours, ou 45 derniers jours, les États-Unis ont rechargé très fortement leur stock de pétrole, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce qui a été acheté n'est plus à acheter, il faut le comprendre aussi comme ça. Et on aura 2 autres catalyseurs, c'est juste ici au niveau de l'inscription au chômage qu'on sera très vigilant à regarder. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 4,1% de chômage, donc ce ne sera pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, on le regardera bien sûr ensemble, on sera de toute manière sur le Discord des rois du marché. Et ensuite, il se passera strictement rien, les échanges seront un petit peu plus tard. Vous avez d'ailleurs le début de cette semaine, je ne vous l'ai pas noté, mais je vous le mettrai directement sur le Discord par rapport aux résultats des entreprises du 3e trimestre. Hein, vous vous rappelez qu'on avait parlé du retour de l'année au réel. Donc, si on est dans cette année du réel et si on retrouve en fait des perspectives de croissance qui vont potentiellement, en fonction des résultats que nous allons avoir, qui vont être revus potentiellement à la baisse, donc bien sûr je parle au conditionnel parce que je n'ai pas ces informations de fait, donc si je n'ai pas des informations de fait, je ne peux que parler au conditionnel. Et ça remettrait en doute en fait et en cause. Et c'est clairement ce que je regarde, je vous le dis en toute franchise, c'est Gourou, S&P 500, les estimations de bénéfices à venir. Clairement, si ça décroche, les marchés décrochent.
Il y a pas 36, enfin, c'est une information corrélée, tout de suite corrélée par rapport à la, à la, à la possibilité des entreprises à générer du rendement et des bénéfices, bien évidemment. C'est ça les marchés financiers, hein. Et généralement, ils le pressent à 6 à 9 mois, voire un an dans certains cas, mais c'est plutôt 6 à 9 mois sur les marchés traditionnels, et notamment les marchés plus technologiques. Donc ça, je le regarde avec une très grande attention. Si ça bouge pas de crash, hein, je vous le dis en toute franchise. Si ça décroche, attention, il va falloir prendre potentiellement des trades de couverture. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et j'ai toujours un trade de couverture qui sera pris personnellement sur Apple. Voilà, notamment une option de put sur Apple, mais actuellement, je ne l'ai pas pris. Une information importante, Swissborg, puisque je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui y sont, la migration du CHB en Borg, donc ce sera fait maintenant, là. C'est en train d'être fait actuellement, ça va donc durer 5 jours. Donc si vous avez logiquement des CHSB qui sont en dehors des exchanges, à ce moment-là, je vous invite pour que pas qu'il y ait trop de problèmes de les remettre sur Swissborg le temps du switch, et puis après le replacer soit sur des hard wallets, soit sur d'autres échangeurs, si vous utilisez notamment, je crois que c'est sur Bittrex, me semble-t-il, qu'il y a du CHSB, Cro.com, je crois aussi qu'ils l'ont au niveau du CHSB, donc ce serait donc tout simplement plus facile, hein, dans la petite moulinette technique, si c'était sur Swissborg, tout simplement. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être vendu? Est-ce que ça veut dire que ça va être acheté? Bon, pour l'instant, on est plutôt sur des bottoms au niveau de Swissborg. On a vu une petite augmentation au niveau de cette news-là qui est plutôt bonne, puisque ça va enclencher beaucoup de modifications vis-à-vis des Borg. D'ailleurs, je vous partagerai encore une fois au niveau de Swissborg un AMA, qui d'ailleurs sera en français. Ce sera donc ce soir. Je vous le mettrai également dans annonce, comme ça je vous fais le package complet, mais si vous êtes Swissborger et si vous êtes directement là, vous êtes bien sûr prévenu par mail et par d'autres artifices notifications directement dans votre application. Et si vous n'êtes pas Swissborger, et même si ça ne vous intéresse pas, juste aller écouter un petit peu ces grands changements par rapport à un cas d'usage, par rapport à des tokens de gouvernance, ça peut être super intéressant. On avait fait ce live dans cette dynamique-là par rapport au CRO de Crypto.com. D'ailleurs, je l'ai pas repartagé ce que tu m'avais dit, je me rappelle plus de ton pseudo, mais tu m'avais expliqué que tu étais très, très, très investi dans le CRO et que tu avais fait une bonne recherche fondamentale. Tu n'hésites bien sûr pas à le partager, hein. Ce que tu me partages en privé, partage-le à la communauté. C'est clairement le but, je te suis complètement et je te fais confiance par rapport à ça. Tu as fait plus de recherches que moi, donc n'hésite pas à le partager. Même dans les commentaires de YouTube, tu fais un copier-coller et ça peut être super intéressant. Mais c'est toujours très pertinent d'avoir en fait ces propositions de valeur par rapport à un token de gouvernance. Parce que si vous prenez le CHSB, bientôt Borg, ou le CRO de Crypto.com, ou le BNB, ou ex nihilo le token de Bybit, le BitDAO qui s'est transformé en Mantle, plutôt un layer 2 ici, un petit peu à l'image de Coinbase avec Base notamment, et ça peut être très intéressant et très pertinent d'aller faire un petit tour. Budget a son propre token, Binance a son BNB, FTX avait son FTT, bon, tout le monde a son petit token de gouvernance, son petit token de liquidity, hein, si vous voulez. Ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer dans les prochains mois ou prochaines années par rapport à ce changement, hein. Plus liquide, avec du rendement, du earn, du yield, des accès, de la gouvernance, tout ce que vous voulez. Donc moi, ça m'intéresse et je le suivrai, bien évidemment. Ça, c'est une super nouvelle. Ferrari va accepter les paiements en crypto-monnaie pour ses véhicules. Alors, quand on dit crypto-monnaie, je pense pas que ce soit le Dogecoin, même si je suis, d'après une vidéo qu'on a fait il y a quelques mois, je crois, il y a quasiment un an maintenant en arrière, sur pourquoi je fais all-in sur Dogecoin. Retrouvez-la, hein, directement sur la chaîne des rois du Bitcoin pour ceux qui l'ont loupé ou ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous aurez mon avis clair et précis par rapport à la philosophie, si vous voulez, des crypto-monnaies. Et Dogecoin en fait partie de cette philosophie et de cette crédibilité d'un monde meilleur ou d'un futur meilleur, en tout cas en prenant partie prenante vis-à-vis des crypto-monnaies. Ferrari va très probablement à accepter le Bitcoin et je pense que ça va agacer Elon Musk et pourquoi pas il va nous le remettre sur Tesla. C'est pas complètement impossible puisque dans cet article-là, il nous parle encore au niveau de l'écologie. C'est super intéressant de parler d'écologie avec Ferrari, parce que Ferrari, c'est clairement pas écologique. Ça fait du 38 litres au 100, enfin c'est quand même assez incroyable. Mais comprenez-le comme ça, voilà, avec BigPay, a déjà conclu d'autres partenariats avec des marques de renom. Nous sommes pas prêts, nous sommes au début de rien. Aujourd'hui, les cas d'usage vis-à-vis de nos crypto-monnaies préférées seront possibles dans le monde réel, si vous voulez, et des magnifiques marques comme celle-ci, potentiellement Rolex demain, potentiellement des marques de luxe comme LVMH. On en a d'ailleurs parlé il n'y a pas moins d'un an par rapport à LVMH et les crypto-monnaies. Ils s'y intéressent plus que jamais depuis les derniers mois. Tout va se mettre en place, toutes les planètes vont s'aligner. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est de patienter. Ici, ça c'est super intéressant, parce que je fais un petit relais par rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce que vous entendez de la guerre en Ukraine.
entre la Russie et l'Ukraine, tout ce que vous entendez par rapport au conflit israélo-palestinien, tout ce que vous entendez par rapport à la Chine et Taïwan et les États-Unis, tout ce que vous entendez par rapport à l'Afrique, et notamment subsaharienne, au Mali, au Congo, etc. Tout ce que vous entendez, prenez des faits. Prenez les faits. Donc si là vous entendez que Bitcoin ou les crypto-monnaies permettent de financer des, entre guillemets, terroristes, encore une fois, on met le mot terroriste absolument à toutes les sauces, depuis plusieurs années maintenant en arrière, et notamment du côté occidental. Et bien ça, ce sont les faits. CryptoFund, reçu par les Palestiniens islamiques djihad, en fait, ils ont tout simplement demandé à l'ensemble de leurs partisans d'arrêter de leur envoyer des crypto-monnaies, puisque c'est pas très transparent, c'est pas très discret, si vous voulez, d'envoyer du Bitcoin sur des wallets de personnes considérées comme non fréquentable. Voilà, comme ça, je garde tout jugement de valeur dans la poche, puisque c'est clairement pas c'est pas du tout mon rôle, et c'est pas du tout d'ailleurs le rôle de tellement de personnes, mais chacun fait bien comme il veut. Donc ça, ce sont des faits. Donc si on m'explique par A plus B que Bitcoin doit aller à zéro parce que ça finance tout le terrorisme, c'est du FUD, c'est de la bêtise, tout simplement. Et ça, ce sont bien sûr des faits. Et puisque ce sont en fait des reliquats de wallets qui sont détenus, et qu'on le sait, par des membres de ces organisations-là, tout simplement. On ne reparle pas de la rumeur, le titan BlackRock sonne la fin de la récréation par rapport à la rumeur de l'ETF, ça c'est très bien. Mais encore une fois, vous avez compris que on est actuellement bloqué dans notre propre algorithme, si vous voulez, notamment bien alimenté par Google et par d'autres réseaux sociaux, par rapport à des informations qui nous lancent pour pouvoir nous alimenter, par rapport à des choses, parce qu'on est très consommateur de beaucoup d'informations, il faut tout savoir, tout voir pour pouvoir prendre la décision la plus rationnelle, et on a beaucoup de mal d'aller chercher d'autres informations qui, elles, peuvent être catalysantes par rapport à des directionnels, notamment d'un point de vue des marchés financiers. Je vais vous en montrer une, c'est clairement celle-ci. Bon, Bank for China. Les 4 grandes banques chinoises, donc banques publiques chinoises, annoncent une augmentation de leur participation par la société Winjin, donc Winjin, Huijin, qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, celui-là, non, on va le dire Huijin. Excusez-moi par rapport à ça, mais je ne sais pas trop comment on le dit. Vous me le mettrez en phonétique dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est clairement la banque, enfin c'est la société, la holding du parti chinois pour pouvoir alimenter les banques chinoises publiques, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'ils ont leur petit carrousel, si vous voulez, d'autofinancement. Donc elle reprend des participations. Je défie quiconque de shorter des banques publiques, parce que vous pouvez aller les chercher. Bank of China, vous pouvez investir dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous défie de shorter les bancaires chinoises. Quand vous maîtrisez votre monnaie et que vous pouvez acheter des milliards d'actions en l'espace de 36 secondes, clairement, vous pouvez vous faire dégommer la tronche en l'espace d'une seconde. Donc c'est plus facile de shorter les bancaires européennes que les bancaires chinois, si vous voulez, puisque bien qu'elles profitent, si vous voulez, des capitaux extérieurs, c'est le but du jeu quand vous êtes investi en bourse, c'est d'aller chercher les capitaux extérieurs, lors de votre introduction, bien évidemment, parce qu'après c'est au flottant et c'est sur les marchés secondaires, donc c'est entre spéculateurs et investisseurs, mais je défie quiconque de shorter des bancaires chinoises. En tout cas, je ne le préconise absolument pas, il faut plutôt les acheter, si vous voulez. Et j'ai exactement cette même rythmique de bon sens lorsqu'il y a eu en fait Terra Luna, et je vous avais dit dans une vidéo qui a d'ailleurs cassé les scores au niveau de la chaîne d'erreur du Bitcoin, c'est si vous voulez jouer Terra Luna, vous le shortez, vous ne l'achetez pas. Vous le shortez. Ça, c'est du bon sens. Tout simplement. Contrarien, oui, mais pas contraire par rapport à la logique et par rapport au bon sens. Quand ça va mal, ça va mal. Quand ça va bien, ça va bien. C'est ça, je voulais vous parler. La panique bancaire en Chine met à rude épreuve le marché asiatique. Et c'est très récent. On parle ici du 13 octobre 2023. Donc, Ban Hock Gengzhou, Zhu d'ailleurs de Ben Zhu, le patron de Bybit, mais ça n'a rien à voir bien évidemment, a monté un mur de cash pour en fait rassurer leurs clients que la banque était solide, que la banque avait des dépôts. Donc elle a sorti un mur de cash, littéralement un mur de cash, pour rassurer les Asiatiques. Ce qui est super intéressant quand on regarde ça, donc Zhenghu Bank, l'une des plus grandes banques de Chine et l'une des 1000 premières banques mondiales, alors quand on vous dit l'une des plus grandes banques de Chine, en fait toutes les banques de Chine sont grandes, par défaut en fait si vous voulez, donc non, ça fait partie des 1000 premières banques mondiales, donc il y a quand même du temps.
Je vous montrerai après vraiment celle qu'il faut regarder. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des collapses et des ramifications entre toutes les banques. Vous savez, toutes les banques communiquent entre elles. C'est bien ce qui avait pété en fait au niveau de 2008 par rapport à la titrisation des subprimes. C'est qui avait quoi en quelle quantité. Ne sachant pas qu'est-ce que tu as en quoi et en quelle quantité, je ne te prête plus d'argent, je ne travaille plus avec toi, je ferme complètement mes trucs et advienne que pourra. Donc bien évidemment, il faut comprendre quand même une bonne chose, c'est que le parti chinois ne laissera pas tomber toutes ces banques. Ils ne seront pas à l'origine d'une faillite bancaire, puisque aujourd'hui ils ont clairement la possibilité d'imprimer une quantité astronomique de billets en illimité, il faut bien comprendre ce mot-là, illimité, pour enflouer toutes les banques. L'inflation est un problème de pauvres, la déflation est un problème de riches. Donc ne pensez pas qu'une inflation à 6% en zone euro, ça dérange des riches. C'est pas vrai. Ça dérange des pauvres. Donc les grands, ceux qui maintiennent ce monde, ceux qui gèrent ce monde, les faiseurs de marché, les faiseurs de ce monde tel qu'on le connaît, sont détenus bien évidemment par des fortunes richissimes, quelles que soient les nationalités ou quels que soient les partis, quel que soit tout ce que vous voulez, ou les zones géographiques, à partir du principe que ce ne sera clairement pas une option de laisser tomber ce type de banque. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas déjà arrivé, parce qu'il y avait une petite banque, notamment locale en Chine, qui était considérée comme ne pas avoir fait suffisamment de recherches, notamment sur le blanchiment d'argent, qui a mis sur le carreau quelques centaines, enfin plusieurs centaines, voire milliers de petits déposants à hauteur de 1,5 milliard de dollars, et ça n'a pas été sauvé. Et c'était le problème, entre guillemets, des Chinois, des gens qui avaient déposé leur argent dans cette petite banque locale, parce qu'elles n'avaient pas fait suffisamment de recherches. Enfin, vous comprenez bien que c'est pas du tout le même monde dans lequel on vit, parce qu'on se sent beaucoup plus protégé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous arriver, mais c'est clairement, en tout cas, ce qu'on a actuellement. Donc, je vous lis très rapidement. En gros, entre Evergrande et Country Garden, cette banque-là avait prêté de l'argent. Vous imaginez bien que elle sera très probablement pas remboursée. Donc, vous pétez dans quoi? Pas dans vos capitaux, propres, bien évidemment. Et si vous n'avez pas suffisamment de capitaux propres, vous tapez où? Dans les dépôts. C'est clairement ce qui se passerait en France, si vous voulez, dans ce qu'on appelle des banques universelles. Si vous n'avez plus suffisamment de capitaux propres, vous inquiétez pas, vous avez aussi le dépôt de vos clients. Et ça n'a pas plu aux Chinois, ils ont fait pas mal de queues, notamment. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, vous savez, entre ce qui tourne sur Twitter et Internet, faites très attention à ce qu'on lit, mais grosso modo, c'est soi-disant des personnes qui sont derrière le comptoir pour pouvoir retirer l'argent. Je suis quasiment certain que c'est clairement pas ça, mais voilà, vous avez compris qu'il fallait l'imager. C'était juste pour vous dire, attention, quand vous avez un tweet sur Twitter, quand vous avez une information, vous avez toujours une image. Et je suis plutôt partie prenante de les générer toutes par IA. Et vous mettez bien en gros, images générées par IA, parce que toutes les images, même si elles paraissent vraies, sont très probablement fausses, tout simplement. D'ailleurs, cette image est peut-être fausse aussi. Pour information, faites attention à ça. Et c'est comme ça a été plusieurs fois recoupé sur plusieurs angles de vue différents, on peut éventuellement admettre une forme de crédibilité vis-à-vis de cette action. Et ça calme, c'est très rassurant si vous voulez, tout simplement. D'ailleurs, ce qui pourrait être rassurant, je passe un peu du coq à l'âne, même si je parle un peu, mais essayez de me trouver une image représentant les réserves d'or à Fort Knox aux États-Unis. Dites-moi dans les commentaires ou sur le Discord des revenus marchés la dernière fois que des organisations extérieures aux instances gouvernementales américaines ont comptabilisé les réserves de Fort Knox aux États-Unis. Les réserves d'or, nous, c'est à la Banque de France, par exemple. Trouvez-moi une image, trouvez-moi une photo, trouvez-moi un compte-rendu externe par rapport aux réserves de Fort Knox. Vous allez rigoler. Parce qu'en fait, on ne sait clairement pas combien il y a de kilos d'or ou de tonnes d'or dans les réserves de Fort Knox, et ce depuis plus de 80 ans. Voilà, juste pour le petit clin d'œil, et c'est clairement pas rassurant. Donc si vous avez un espèce de bank run régionalisé, si on décide que le collatéral de la monnaie et de nos monnaies aujourd'hui fiduciaires, donc de confiance, c'est clairement l'or, quelque chose de spirituel, céleste, tout ce que vous voulez, si on contraint l'État américain de nous montrer les réserves de Fort Knox, je pense que ça pourrait éventuellement un petit peu nous faire peur. Je vous le lance comme ça, vous l'avez peut-être jamais entendu, à partir du principe que ce serait clairement un catalyseur d'un effondrement assez massif de la monnaie par rapport à sa collatéralisation vis-à-vis des réserves d'or détenues notamment par les réserves du Trésor américain. Voilà, donc au moins vous avez ça. Est-ce que ça peut être un risque systémique? Non, parce que c'est beaucoup trop petit. En un claquement de doigts, le parti chinois pourrait éventuellement, si vous voulez, le mettre. Mais ce qui va se passer, ce sont les décisions. Je voulais vraiment je conclue là-dessus, parce que comme ça c'est très clair. C'est la décision d'un petit problème, s'il est mal réglé, devient un gros problème. Vous le comprenez, ça? Si là, par exemple, il y a réellement un bank run, et la banque est contrainte de faire faillite, elle ferme,
Et elle empêche des centaines, voire des milliers de personnes de retirer leur argent. D'un petit problème local devient peut-être un problème systémique parce que les gens parlent, bien évidemment. D'ailleurs, si vous regardez l'article, vous avez déjà plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées, qui vont probablement être condamnées, qui viennent de sortir du circuit parce qu'ils avaient lancé de mauvaises rumeurs. Mais ça, si vous avez un pays comme la Chine qui commence à avoir peur, c'est compliqué. Voilà, je préfère vous le dire, même si c'est pas justifié. Si c'est pas justifié, prouvez-le. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc c'était clairement les craintes concernant la dette d'Evergrande stimule les banques chinoises, etc. Je voulais juste vous montrer un truc qui était super intéressant par rapport à Evergrande. Non, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu. Non, mais je crois que c'est ici. Comme quoi, en fait, la famille qui détient la plus grande participation, notamment dans le Crédit Agricole, cherchait à vendre leur bateau, cherchait à vendre leur jet privé, cherchait à vendre de l'immobilier, etc. Comprenez-le aussi. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. Je voulais pas l'oublier, je l'avais pas noté. Là où ils nous disent qu'en fait, ils ont suffisamment de réserves. Et en fait, ils nous expliquent que la banque a suffisamment de réserves, mais pas en termes de dépôt, mais en termes d'immobilier commercial et de je sais plus quoi. Bon, vous avez compris que c'est clairement pas de bon augure. Parce que si aujourd'hui vous avez votre banque qui vous explique, mais vous inquiétez pas, puisqu'on a suffisamment en fait de collatéral par rapport à des obligations d'État, je vous montrerai après les obligations d'État américaines, que 20 ans ou 30 ans, vous allez quand même avoir peur. Et si vous avez aujourd'hui la quasi-totalité de vos fonds ou de vos réserves, entre guillemets, votre actif dans des SCPI, si vous voulez, d'immobilier commercial, ça fait sacrément flipper quand même. Ça fait sacrément flipper parce que c'est peu liquide et c'est en train de s'effondrer partout sur la planète. Donc faites attention par rapport à ça. Voilà, donc si vous voulez, ce n'est jamais isolé. C'est pas un acte isolé. C'est quand vous allez fouiller un tout petit peu plus en profondeur, vous comprenez en fait que les réserves et les actifs, c'est plutôt de l'immobilier commercial, voire des bons du trésor, voire des trucs. Ok, donc le rassurant n'est clairement pas rassurant, tout simplement. Voilà, j'ai pas plus. Voilà. La police locale a arrêté de nombreuses personnes soupçonnées d'avoir répandu des rumeurs, des publications des réseaux sociaux, je sais plus où est-ce que c'est. Le responsable de la vidéo estime que les opérations de banque régionale, ok, mais je ne sais plus où est-ce que c'était, mais reprenez-le derrière. Voilà. Les fondateurs prêtent 300 millions de dollars à Kodak et tentent de vendre un deuxième avion. C'est quand même. On parle ici donc de liquidation. Hein. Les fondateurs de Kodak sont actuellement en liquidation. Ils s'en sortiront très probablement toujours. Mais il y a quelques plumes qui sont en train de s'envoler. Ça aussi, c'est super intéressant, puisqu'on est en train de voir au niveau des transactions et des volumes de transactions par rapport à l'immobilier commercial, notamment aux États-Unis. On se retrouve au niveau de 2008, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour investir dans des CPI, etc. Non. Attendez peut-être quelques mois. On l'a dit depuis plusieurs mois que ça commence à être intéressant et que moi, personnellement, je m'y intéressais. Mais c'est pas parce que je m'y intéresse que j'y vais maintenant. Hein, j'attendrai vraiment la capitulation finale. En fait, il n'y a plus de doute de capitulation. Au moment où vous n'avez plus de doute de capitulation, vous pouvez partir que c'est à peu près les bottoms de marché. Et actuellement, on est loin d'avoir cette capitulation finale, notamment par rapport à l'immobilier commercial. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le regardez, mais vous allez avoir de plus en plus de banques, de grosses boîtes, notamment américaines, qui vont exhorter tous leurs salariés de revenir au bureau. Je ne sais pas si vous le voyez arriver, ça. Donc en fait, pour essayer de panser les plaies, vous avez beaucoup de grosses boîtes tech qui vont demander à leurs salariés de revenir dans le bureau pour pouvoir retrouver en fait des locaux et de pouvoir finalement atténuer. Vous savez, hein, l'argent se déplace et va panser des plaies pour potentiellement éviter ou en tout cas participer à l'effort de guerre, si vous voulez, vis-à-vis de l'effondrement de l'immobilier commercial, notamment aux États-Unis. Donc je trouvais ça très intéressant de l'observer. Ça aussi, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est dramatique. Mais vous avez ici la quote-part du nombre de pays souverains AAA qui ont perdu leur AAA. Ça fait quand même un petit peu peur depuis 2023, là. Donc on est passé grosso modo de 40% à sous les 10% en l'espace d'un mois. Voilà. C'est clairement aujourd'hui ce qui est en train de se passer et c'est probablement pas prêt de s'arrêter. Quand vous regardez ça, il est normal d'observer ça. Ce n'est encore une fois pas isolé. TLT, ici pour les bons du trésor américain 20 ans, par exemple. Là, vous avez sur un ETF, hein. Donc, si vous voulez des bons du trésor, c'est pas des ETF, sinon vous êtes soumis à la loi du marché. Donc, si vous voulez des bons du trésor sur 20 ans, vous les prenez bien sur 20 ans et vous appelez. Vous avez beaucoup de sociétés qui font ça. Et notamment, vous pouvez les baquer en assurance vie, hein. Mais c'est clairement 20 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, ou ce que vous voulez. Sinon, on peut se retrouver dans ce cas de figure. Voilà, crack obligataire.
le machin, il perd en l'espace de 3 ans près de 80%, près de 50%, pardon, de sa valeur. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Bien sûr que c'est intéressant d'acheter ici. Par contre, vous n'avez aucune structure, prenez une crypto-monnaie, c'est pas plus délirant que ça, sauf que là, on parle de beaucoup de liquidités. Donc, il y a beaucoup de liquidités qui sont sorties, en fait, qui ont capitulé pour aller autre part. Donc, ça peut être sorti des ETF pour être revenu directement dans les obligations qui sont payées aujourd'hui à 5 ans, à 10 ans, etc. Mais c'est clairement pas ce qu'on est en train de voir. Je ne sais pas où va l'argent. Si vous avez les taux qui montent actuellement sur le marché secondaire vis-à-vis des obligations d'État américaines, c'est que l'argent n'y va pas. Si les taux montent, si vous êtes mieux rémunéré par rapport à l'argent que vous avez placé dans les obligations d'État, c'est que l'argent ne vient pas. Ça veut dire que l'offre est prépondérante par rapport à la demande. C'est ça que ça veut dire. Où va l'argent? Actuellement, on voit que l'argent va beaucoup dans les techs, vont beaucoup dans les je sais pas trop quoi, aussi dans les métaux précieux, potentiellement dans les commodities. Évidemment, on prend l'exemple du sucre qui a pris 300% sur les 2 dernières années. On prend l'exemple du chocolat, on prend l'exemple du café qui a plus que doublé sur les 2 dernières années. Donc actuellement, c'est la grande fête des commodities. Ça ne fera pas que monter au ciel, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est clairement pas dans les marchés réellement à risque. Si vous prenez les S&P 495, c'est pas très bullish l'histoire. C'est clairement que 6 valeurs qui représentent plus de 88% de la performance aujourd'hui du S&P 500. Et pas dans les cryptos, parce que hormis Bitcoin, c'est pas très joli ce qu'on est en train de voir au niveau des cryptoactifs, et ça vous le voyez très bien, notamment sur le Total Market 3. Et ça range. C'est un espèce de triangle de contraction, et puis le jour où ça va péter, bonne question. Vous avez d'ailleurs, on avait déjà fait cet exercice-là, il y a quelques temps en arrière. Vous avez en fait tout l'étendue, si vous voulez, d'une vidéo un peu longue qu'on est en train de faire, mais au moins vous avez tout l'étendue, mais ce qu'on attend ici, c'est quoi? Ce sont des news. Ce sont des catalyseurs. Ok, on est certain qu'il y a maintenant la possibilité d'aller chercher des décalages de prix. Et je vous prends un exemple très concret. Microsoft finalise l'acquisition d'Activision pour 69 milliards de dollars après un long examen réglementaire. C'était vendredi 13 octobre. Formidable. On est très heureux de l'apprendre. Et on savait que Ubisoft était partie prenante de ce rachat, parce qu'il fallait avoir plusieurs acteurs, notamment européens, pour valider cette acquisition. Et Ubisoft, qui va s'appeler Ubisoft Plus, ça va très loin pour aller chercher les noms des boîtes, bien évidemment, en tout cas des services proposés, un petit peu comme Disney+, un petit peu comme tout ça. On l'a entre guillemets, l'exclusivité par rapport à ces jeux Activision Blizzard de les proposer en streaming. Je trouve que c'est une très bonne direction au niveau d'Ubisoft. Mais comme on l'a su le 13, donc il y a 4 jours là, ça y est, vous avez eu l'échéance, on sait que c'est racheté, enfin, attention, c'est pas racheté, le rachat est validé. Après, ça prendra du temps avant de se mettre en place, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement sur Ubisoft? C'est en train de péter au ciel. Je pose la question. C'est en train d'exploser littéralement. On a l'échéance, c'est bon. On fait une réintégration. Donc on vient chercher des magnifiques structures. D'ailleurs, je vous avais dit, c'était pas un W, c'était plutôt un V-bottom. Les V-bottom sont menés d'être retestés. On est en train de réintégrer sous une ligne de coût précédente. C'est quand même pas très sexy ce qu'on est en train d'observer. N'ayez jamais raison trop tôt. Très probablement que l'histoire va être belle. Mais de là à dire où est-ce que ça va s'arrêter au niveau du bottom générationnel, on peut partir du principe qu'on est relativement bas, même si on peut aller beaucoup plus bas. Comprenez-le comme suit. Vous avez eu l'échéance, et en fait le truc il est vendu depuis l'échéance. Ça fait 3 semaines que le truc il a reperdu 15%, 14%, 12%. Alors que c'est une formidable nouvelle. C'est difficile de jouer les news. Tout simplement. Et difficile de jouer les rumeurs. Donc est-ce qu'on était plutôt dans un buy the rumor, sell the news? Et c'est exactement ce qu'on est potentiellement en train d'observer, malheureusement ici. On est potentiellement dans un buy the rumor, sell the news, bien que actuellement les creux sont toujours ascendants et les sommets toujours ascendants. Donc je garde espoir par rapport à Ubisoft. Je veux des clôtures en weekly, voire en mensuel. Ce que je ne veux pas voir, c'est une réintégration, clôture, réintégration, magnifique range. J'attendrai d'acheter soit plus cher, soit attendrai d'acheter beaucoup moins cher au niveau de l'action Ubisoft, bien qu'elle m'intéresse beaucoup. Les dernières séances au niveau d'Ubisoft, je vous le dis, je vous le redis, et c'est pareil pour tout, et c'est toujours ce qu'il faut marquer en fait noir sur blanc dans votre paper d'investissement, paper trading, paper news, tout ce que vous voulez, vous trouvez un endroit pour le marquer, c'est les échéances et le jeu. Il faut aussi, pas le jeu, mais les résultats financiers au niveau d'Ubisoft, c'est fin mars. C'est pas le 31 décembre, c'est fin mars de chaque année. La question à savoir, c'est est-ce que le jeu Star Wars
notamment, va bien sortir fin mars ou ne sortira pas fin mars. Actuellement, on est en octobre. S'il sort après fin mars, à mon avis, les résultats financiers ne seront pas bons. Et à ce moment-là, ce sera probablement dump action pour aller chercher les bottoms, pour sortir au mois d'avril les jeux ou les magnifiques œufs d'Ubisoft, qui proposera peut-être un magnifique taux de rentabilité pour aller nous télescoper l'action très proche au minimum, pour ma part, dans du 50$ ou du 80$, 76$, si ça fonctionne bien. Donc je suis très patient. Maintenant, vous allez me dire, mais Hermès, tu chipotes un peu, t'es investisseur, etc. Pourquoi t'achèterais pas là? Mais non, mais je suis même prêt à acheter plus cher, en fait. Puisque mon play, si vous reprenez en fait l'historique vis-à-vis de toute l'action Ubisoft, systématiquement revenu chercher des magnifiques petits carrés jaunes. Ici, à l'aveugle, il n'y a aucun problème dans une première classe. Voilà. Là-dessus, petite structure, et en avant, en dessous des 20$, en dessous des 15$, ce serait juste formidable. Je suis juste patient. Voilà. Donc je le vois, je le sais, je l'entends, je le scénarise, potentiellement des validations, voire des invalidations, mais je fais comme ça sur ces grosses actions, et pour la simple et bonne raison que c'est parce que je les tiens pendant au moins 10 ans. Donc dans 10 ans, l'acheter à 20$, c'est pas pareil que de l'acheter à 35$, même si je peux bien sûr le faire de façon complètement rationnelle, dans une classe éco, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. On a fait le tour de tout ce que je voulais dire. Pas plus de choses à rappeler. Si vous prenez un petit peu la dominance au niveau de BTC, eh bah oui, hein, ça refait un nouveau joli petit rallye haussier. Pourquoi? Parce que tous les projecteurs sont actuellement sur notre ami Bitcoin. Bah, c'est juste formidable et on peut très bien aller chercher une petite zone rouge ici, aller chercher des magnifiques résistances et pourquoi pas aller chercher cette zone jaune là avant d'avoir un magnifique rallye, notamment sur nos crypto-monnaies préférées. Et ça peut se faire à partir de avril 2024. Soyez patients, c'est clairement une fractale que je vous ai donnée et c'est exactement ce qu'on avait vécu précédemment. Et deuxième petite chose, c'est au niveau des stablecoins. Donc je n'ai toujours pas de validation, hormis les gens qui sont déjà sur ce marché, avec qui on travaille, on se regarde droit dans les yeux, et c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, de faire comme ça. Hein. On est juste tout seul sur ce marché, ne pensons pas qu'on va venir nous sauver. Donc on est en train de travailler ces magnifiques obliques ici, je vais le tendre un tout petit peu, mais pour l'instant, voilà, on travaille là-dedans, on vient chercher un premier arrêt, ça fait bottom, on essaie de le casser, voilà, hein, on est là, ça c'est tout le monde qui est sur le marché. On peut très bien aller chercher les 5% au niveau des stablecoins, comme on peut très bien aller chercher les 20% au niveau des stablecoins. Là, ici, c'est Bitcoin sur les bottoms de marché 15 000 voire en dessous, et ici, c'est Bitcoin à 50 000$, voire au-dessus, tout simplement. N'ayez pas raison trop tôt. Actuellement, on est où? En plein milieu de rien. C'est ça la vérité, c'est qu'on est au plein milieu de rien. Donc, autant patienter, tout simplement. Et vous aurez de toute manière des échéances qui finiront par arriver. Également au niveau de l'USDT, BUSD, DAI, BUSD, tout ce que vous voulez, on a une forme de première latéralisation qu'on est en train de voir. Si vous commencez à avoir des structures comme ça et repartir finalement dans un espèce de magnifique rallye haussier, ici, ce sera presque considéré comme un signal. Et un sacré bon signal. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était ici, c'était clairement le piège. Hein. Regardez, hein, septembre 2022, donc septembre-octobre 2022. Vous le regardez ici, septembre-octobre 2022. C'était juste septembre-octobre. Septembre-octobre 2022. Je sais pas, je suis perdu. Voilà. Juste ici. Non, c'était pas septembre-octobre 2022. J'ai dû vous dire peut-être une bêtise. Non? Septembre-octobre 2022? Ah si, septembre-octobre 2022. Un joli petit décrochage. On avait un sacré signal que c'était pas très bullish l'histoire là. Je sais pas ce que c'était ici d'ailleurs. Septembre-octobre 2022. C'était le premier avec Celsius? Je me rappelle pas, j'ai un trou de mémoire. Septembre, octobre. Ah ouais, juste là. Bon, c'est très drôle de revoir ça aux alentours des 18 000, 17 000$ parce que c'est clairement le plus gros changement de main qu'il y a eu on-chain vis-à-vis de Bitcoin. Donc ça s'est fait réellement sur les 17 300$ jusqu'après FTX. Mais là, c'était clairement... on savait peut-être quelque chose que personne ne savait. À voir si les bottoms de marché sont définitifs ou pas. Vous commencez mes résolutions et vous connaissez mes résolutions vis-à-vis de mes échéances et par rapport à ma technique. C'est toujours la même chose. Une magnifique clôture en mensuel au-dessus de la King Jaune et celle-ci sera remise à jour à partir de avril 2024. Donc d'ici là, on peut même arrêter la chaîne d'erreur du Bitcoin à avril 2024 et on reprend ici. On sera très probablement pas très éloigné de ce prix des 28 000$ ou 28 600$. Mais faites attention au niveau de ces mouvements de marché. Soyez très patients, vous investisseurs, et vous verrez que lorsqu'on aura de plus en plus de personnes qui viendront sur la chaîne, et ça finira bien évidemment par arriver, on les accueillera avec la plus grande bienveillance et toujours avec un maximum de valeur et de sincérité. Voilà, je m'excuse encore une fois de vous quitter un petit peu prématurément. C'est clairement pas ce que j'avais prévu de faire parce que j'avais pris tout mon matériel informatique pour pouvoir vous faire des vidéos de très bonne qualité, même à l'autre bout du monde.
mais je ne pourrais malheureusement pas l'assurer puisque là où je vais, je n'ai clairement pas de connexion suffisante. C'est une ADSL il y a quelques années en arrière, notamment sur le sol français, donc c'est trop difficile pour moi de pouvoir vous assurer une connexion parfaite. Voilà, une déception que je partage. J'espère que pour vous, elle est moins grande que la mienne et on se retrouve avec énormément d'énergie et vous apporter un maximum de valeur. Et je le dis, je le redis pour l'ensemble des académiciens, une rétrocession sera effectuée début novembre pour le mois d'octobre. J'espère que ça soulagera comment le mot exact, ce serait votre déception. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sur le Discord des rois du marché. Ciao.